Bonjour à tous. Aujourd'hui, notre formation sélectionner les candidatures, choisir les critères pondérés et noter. Nous en sommes au module 4 et j'espère que vous avez eu l'occasion de passer les 3 premiers modules en revue. Sinon, ça va être un petit peu compliqué et que vous êtes en grande forme. Donc après une courte présentation de l'ISAP, on fera une présentation de ce module. Aujourd'hui, on va parler des 3 valeurs, les valeurs internes, la valeur en coût de possession et les valeurs externes. On va apprendre à pondérer ces critères entre eux et on va on va revoir un petit début, un aperçu de notation. La présentation de l'ISAP, donc aujourd'hui on va vous parler de la formation. L'ISAP peut vous proposer de faire toutes les formations qui sont au catalogue chez vous. Pas très compliqué, là vous avez le choix des jours. C'est 1050 € par jour plus les frais de déplacement, avec jusqu'à 10% de remise en fonction de l'anticipation qu'on sera susceptible d'avoir ensemble. Un décalage des dates possibles jusqu'à J-15, et puis bien sûr après J-15 c'est compliqué de retrouver d'autres missions, donc on vous demandera de ne plus décaler. En inter, on a des prix relativement imbattables, puisque ce sont des prix qui sont des formations qui se font en même temps que les formations de l'ISAP. Donc on est sur une base de 400 € par jour et par personne, donc 800 € pour une formation de 2 jours par exemple. Voilà. Si la date n'est pas encore fixée ou qu'elle est trop lointaine, on peut refixer une date supplémentaire à 490 € par jour pour une personne ou 740 pour deux. Mais si vous choisissez la date avec nous et que vous êtes les premiers, vous avez d'emblée une remise qui peut aller jusqu'à 10% en fonction de l'anticipation. Et jusqu'à nouveau 10%, jusqu'à nouveau 30% si d'autres stagiaires s'inscrivent à cette date. Par contre, vous vous engagez à accepter que s'il n'y a aucun autre stagiaire que vous à cette date, qu'on vienne faire la formation chez vous pour le prix indiqué, c'est-à-dire 450, et en nous payant nos frais de déplacement. Mais à ce moment-là, plusieurs personnes peuvent venir assister chez vous gratuitement en plus. Vous allez juste payer 450 € au lieu de 1050. Ça peut être parfois intéressant. Donc voilà tous les sujets. On peut noter que tous ceux qui sont marqués d'une étoile sont proposés et rentrent dans le cadre de la formation à l'ISAP. Et ce qu'on vient d'expliquer s'applique à absolument toutes les formations, même celles qui ne sont pas marquées d'une étoile. Et puis que toute formation faite à l'ISAP rentre dans le cadre, enfin toutes les formations avec une étoile rentrent dans le cadre d'un certificat de formation, au moins d'un certificat de formation professionnelle, parfois de deux. Bon, évidemment, c'est pas une formation qui vous donnera le certificat, il en faudra sûrement plusieurs, jusqu'à 5. Et ce certificat, lui, il rentre dans le cadre du M2, RNCP, responsable de l'achat public, et que vous pouvez également compléter si vous ne souhaitez pas suivre l'intégralité des formations, avec des formations faites ailleurs ou avec votre expérience qu'on serait amené à valoriser. Donc aujourd'hui, on va faire le 4e module, les 3 valeurs, apprendre à les choisir, à pondérer, puis on fera un petit peu de notation. Avant cela, on va faire un rappel des modules précédents. Donc dans les modules précédents, au module 1, on avait vu qu'il ne fallait pas prendre en compte les moyens du candidat dans les critères d'attribution. Et on rappelle qu'au titre de la jurisprudence, et notamment de la jurisprudence Lianakis, est appelé moyen tout élément qui sont liés essentiellement à l'appréciation de l'aptitude des soumissionnaires à exécuter le marché en question. Donc voilà, dès que vous êtes en train de noter quelque chose qui permet d'apprécier que celui qui va le faire va être capable de le faire, correctement ou pas, eh bien c'est un moyen, et ça c'est un critère qui ne doit pas être pris en compte en tant que critère d'attribution. Ce sont des critères de sélection des candidatures binaires. Quant au module 2, on avait vu des principes de gestion de la conformité de l'offre, et on s'était dit également de la même manière
que la conformité était également binaire, que ne devait pas rentrer dans les critères d'attribution. Et par contre, on avait commencé à parler de la notion de critères de valeur interne, et en apprenant et en précisant et en présentant pour la première fois la question un peu de fond, qui est par rapport à la conformité, est-ce que je suis prêt à payer plus cher pour que tel élément de technique, et qui soit donc un critère, soit mieux noté? Et inversement, est-ce que je suis prêt à payer moins cher pour quelque chose qui soit moins bon, qui soit juste au niveau requis? Voilà, et j'avais commencé à présenter les méthodes pour calculer la valeur financière correspondant à un point de note. C'est cette méthode-là qui va nous servir derrière à noter correctement avec des notions économiques liées à la notation. La dernière fois, on avait vu également dans le dernier module la notion de coût de possession, le coût complet, et on avait commencé à se rendre compte en fait que la valeur en coût de possession était un excellent critère. Que par exemple on était tout à fait OK pour payer plus cher une voiture qui consomme moins. D'ailleurs c'est l'exemple qu'on va reprendre, et puis on avait à nouveau commencé à parler de la notation. Donc aujourd'hui on attaque le module 4. Alors je vais reprendre l'exemple de la voiture, puisqu'on avait un exemple relativement intéressant. Je vous rappelle qu'on avait pris une voiture à 18 800 €, qu'on avait imaginé qu'entre deux voitures de la même gamme répondant au cahier des charges, il pouvait y avoir jusqu'à 2500 € sur la durée de vie du véhicule en écart de coût d'entretien. Une voiture par exemple pouvait coûter 5000 € en coût d'entretien et sa petite sœur 7500, c'est un exemple. Donc il y a 2500 € d'écart. De la même manière, on pouvait avoir jusqu'à, après étude, 2500 € d'écart acceptable en matière de consommation. Bon, on peut tout à fait imaginer qu'entre une voiture qui consomme beaucoup et une voiture qui consomme peu, sur la durée de vie sur laquelle on va faire l'étude, il y ait ces 2500 € d'écart. Et puis, on s'était dit aussi qu'il y avait des voitures qui étaient plus faciles à revendre que d'autres, et qu'on allait probablement sur certains types de voitures perdre moins en revente que sur d'autres, et qu'il pouvait y avoir un écart de 1250 € sur la revente entre deux offres. Sachant que tous ces écarts ne font pas forcément toujours dans le même sens pour toutes les voitures. On peut avoir une voiture qui consomme moins mais qui soit moins facile à revendre, et une voiture qui soit facile à revendre mais qui coûte une fortune en entretien. Donc ça peut aller dans tous les sens. Et donc on a ce que j'appelle un total des enjeux de 25 000 €. Voilà, donc c'est la somme pour les mathématiciens, la somme des valeurs algébriques. Et donc, des valeurs absolues, pardon. Et donc c'est cette somme-là qui me donne un petit peu les enjeux économiques sur lesquels je vais être amené à travailler. Et on se rend bien compte que si je prends le critère consommation à plus de 10%, eh bien je surestime probablement les coûts d'entretien par rapport au prix. Donc le fait que 2500, ça représente 10% du total des enjeux de 25 000, ça fait 10%, et ça devrait normalement être pondéré aux alentours de 10%. Voilà, donc l'idée c'est de ne pas surpondérer par rapport aux écarts max, parce que si on le fait, on surpondère la valeur du critère en question. Donc on a vu la dernière fois que la valeur en coût de possession était un très bon critère, puisqu'on est effectivement prêt à payer plus cher pour un objet ou service qui nous fait économiser par ailleurs. Je recite plusieurs exemples qu'on a déjà vus. La lampe LED qui est plus chère mais qui consomme moins, je suis prêt à payer au moins l'écart de la différence de consommation, c'est juste logique, ou de sa durée de vie. La voiture qu'on vient de voir, les stylos qui durent plus longtemps, je suis forcément prêt à payer plus cher un stylo qui dure plus longtemps qu'un stylo qui dure pas longtemps. Au moins l'écart de la qualité, l'écart de la consommation que je n'ai pas faire du fait que le stylo dure plus longtemps. Je suis aussi prêt à payer plus cher une formation qui a lieu par exemple dans mes locaux et qui m'évite des frais de déplacement, parce que je fais des économies, j'ai un reste à charge inférieur. Donc si j'ai un reste à charge de 250 € pour les frais de déplacement, si la formation qui est chez moi elle est que 100 € de plus, je suis gagnant à la faire chez moi. Donc tout ça c'est ce qu'on appelle des critères en coût de possession, et ce sont de très bons critères. Leur limite, elle est toute trouvée, c'est la valeur de l'économie que je suis prêt à faire.
Donc s'il y a 250 € par exemple de frais de déplacement pour aller à Paris et que eh ben, je suis prêt jusqu'à 250 € à faire en sorte que la formation se fasse chez moi, toutes choses étant égales par ailleurs. Donc le coût de possession, en fait, c'est un critère à ce qu'on appelle la valeur calculée. Hein, il n'y a pas de subjectivité là-dedans, c'est très objectif. Voilà, et donc on connaît la limite. La limite, c'est l'écart du critère en question, l'écart entre le meilleur et le moins bon. C'est une valeur calculée. Alors une fois qu'on a parlé du coût de possession, on a parlé essentiellement d'un des critères, il y en a deux autres. Alors le premier, c'est ce qu'on appelle la valeur interne. Alors quand on cherche la définition de Wikipédia du mot valeur, enfin, sur Internet, on en trouve des dizaines, et notamment dans la partie valeur économique. Et celle qui me plaît bien, qui me convient le mieux, c'est de dire qu'il y a deux conceptions. Une conception subjective de la valeur, qui est celle qu'on utilise dans les marchés publics, et une conception objective, qu'on utilise plutôt dans les marchés, dans les organisations un peu plus privées. La conception subjective, et je vais vous expliquer pourquoi ces deux approches différentes dans les deux types d'achats. La conception subjective, elle définit la valeur comme l'expression de l'intérêt qu'un acteur, par exemple un acheteur public, porte à un bien ou à un service, et ça résulte d'un processus d'évaluation qui est essentiellement un processus personnel et psychologique. Personnel et psychologique, il va dépendre du bonhomme, et il va dépendre du contexte. C'est une option donc qui n'est pas du tout économique et qui constitue une donnée externe pour un raisonnement économique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que moi, en tant qu'acheteur, notamment acheteur public, fonction de mon contexte et de mon expérience, je peux tout à fait admettre que telle offre ait plus de valeur que telle autre, et cet écart de valeur entre les deux offres va être un entrant dans le raisonnement économique pour me dire quelle est l'offre économiquement la plus avantageuse. Voilà, c'est ça que ça signifie. Dans le privé, par contre, c'est assez différent. La valeur, elle est tout à fait liée, et notamment, par exemple, dans les industries mécaniques ou aéronautiques ou pharmaceutiques, la valeur, elle est totalement déterminée par les conditions de la production et par les coûts, par le calcul des coûts, en fait. Quand on parle de la valeur d'un objet chez Renault, la valeur d'une pièce, c'est pas la valeur subjective que je lui donne. C'est bien l'ensemble des coûts de production, l'ensemble des conditions, des calculs économiques qui résultent des conditions de production, qu'on agrémente et qu'on agrège dans un tableur Excel. Et donc du coup, le prix devient en fait un élément de mesure de la valeur, sachant qu'on y rajoute une marge négociée au coût, qu'on rajoute au coût une marge négociée pour obtenir ce prix. Voilà, donc là on est dans le cas d'une conception beaucoup plus objective, beaucoup plus pratique, qui s'est très peu utilisée dans les marchés publics, puisque dans les marchés publics c'est quand même assez rare qu'on détermine le prix de quelque chose en fonction des conditions de production. Ne serait-ce que parce que nos procédures ne permettent pas d'avoir ce type d'approche. Et la dernière phrase est très importante. La valeur dépend du contexte et donc de l'évaluateur de la valeur. J'explique ça souvent en parlant du Zodiac de la Marine nationale. Un Zodiac, enfin un bateau rapide, par exemple pour transporter 5 personnes, peut avoir un intérêt, il peut être intéressant que ce Zodiac ait plusieurs vitesses possibles. Mais en fonction du contexte dans lequel je vais utiliser ce fameux Zodiac, ou ce bateau rapide, je me dis Zodiac, mais c'est n'importe quel bateau rapide, je vais être plus ou moins intéressé par le fait qu'il puisse aller plus vite. Par exemple, si je dois traverser la rade de Brest pour aller rejoindre l'île Longue, je n'ai pas forcément besoin que ce bateau aille très vite. C'est pas hyper intéressant en matière de valeur de payer plus cher pour qu'il aille plus vite. Par contre, si le même bateau me sert à attraper des contrebandiers dans les Antilles, le même type de bateau, là je vais avoir effectivement un intérêt à peut-être payer un peu plus cher pour qu'il aille plus vite. Donc c'est ça, cette notion de dépendre du contexte. De la même manière, je peux tout à fait considérer par exemple à certains moments que le délai, qui est vraiment de la valeur interne,
puisse dépendre du contexte, et puisse être intéressant pour moi, parce que dans mon contexte, je suis très pressé et le délai est quelque chose d'hyper important, alors que à d'autres moments, la même pièce, le même besoin, il n'y aura aucune valeur à ce qu'il arrive plus vite parce que j'ai plein de stock. Voilà. Donc, en fait, ça va complètement dépendre du contexte, puis ça va aussi dépendre de l'évaluateur, de celui qui fait l'évaluation de la valeur, puisque lui, il a son processus psychologique, et il a ses mécanismes et son contexte, qui peuvent être tout à fait différents d'ailleurs, d'un évaluateur à un autre. Donc voilà pour la valeur interne. Je vous donne quelques exemples de valeur interne. Le premier, c'est par exemple un tableau. Voilà. Évidemment, un tableau, il y a des personnes pour lesquelles un joli tableau a plus de valeur qu'un tableau très moche. Bon, un exemple d'évaluation qui dépend du contexte, si vous proposez à mes jeunes ados d'aller dans une galerie d'art et que vous leur dites que ce tableau-là vaut 10 000 euros, ils vont pas comprendre. Ils vont pas comprendre, ils vont trouver que la valeur esthétique de la croûte qu'ils sont en train de voir ne vaut pas les 10 000 euros. Voilà. Vous aurez beau leur expliquer que c'est un artiste reconnu, que c'est très très beau, c'est de l'art moderne et tout, qu'ils n'y connaissent rien. On voit bien que la valeur et le critère esthétique va complètement dépendre de l'évaluateur, de son contexte, et on aura beau s'expliquer avec eux, leur raisonnement est tout aussi valable, parce que dans leur contexte, ils n'ont pas le besoin, et ils n'éprouvent pas culturellement la nécessité d'avoir ce joli tableau. Idem pour un fauteuil. Bon, évidemment, le critère confort ne fait pas de doute, mais selon que vous placez le fauteuil devant la télé le soir ou dans une salle d'attente, franchement, c'est pas la même notion de valeur qui va être notée. Donc on n'est pas dans le même contexte. Voilà, pour une formation, le critère de la qualité atteinte ne fait pas de doute, sauf quand vous n'êtes pas forcément capable de mesurer la qualité atteinte ou que ça vous intéresse pas, ça peut arriver. Voilà. Pour un géomètre, le critère de la précision et du délai ne fait pas de doute. Alors là, on a plus de mal à voir dans quel contexte, effectivement, un critère de précision et un critère de délai pourraient n'avoir aucun intérêt dépendant du contexte. Donc là, on est effectivement dans des critères qui sont assez universels. Bon, peut-être que le délai pourrait, dans certains contextes, ne pas avoir beaucoup d'importance pour le travail d'un géomètre, mais souvent on est quand même assez pressé, donc là on peut penser que ce sont des critères qui sont assez universels et assez partagés, contrairement aux deux premiers par exemple. Voilà, c'est ce que j'écris en dessous. Est-ce que je suis prêt à payer plus cher pour un délai quand je ne suis pas pressé? Ou est-ce que je suis prêt à payer plus cher pour le nombre de pages dans une offre? Bon, franchement, on peut se poser la question, et c'est pourtant des critères qu'on voit, des critères internes qu'on voit dans certains appels d'offres. Donc il faut quand même un peu faire le tri dans les valeurs internes, et la bonne question reste toujours, est-ce que je suis prêt à payer plus cher pour en avoir plus que ce que je demande? Voilà, ça c'est la question de base. Je suis prêt à payer plus cher pour avoir mieux. Donc c'est bien une notion économique subjective. Puis une fois que j'ai dit que j'étais prêt à payer plus cher pour avoir mieux, il arrive une deuxième question qui est au moins aussi compliquée et au moins aussi importante, c'est d'être capable de dire à peu près combien. Parce que je vais avoir besoin de ce combien, moi. Pour arriver à pondérer, je vais avoir besoin de savoir quel est l'écart de valeur interne que je suis prêt à mettre pour avoir mieux sur le critère en question. Par exemple, imaginons une formation dont le budget soit de 100 000 euros. Est-ce que je suis prêt à payer 30 000 euros de plus pour avoir un taux de réussite de 80% au lieu de 75% à l'examen auquel cette formation mène? Peut-être. Peut-être 30 000, peut-être 20 000. Là, ça va complètement dépendre du contexte et puis ça va complètement dépendre de celui qui va donner la réponse. Mais si je n'ai aucun intérêt à avoir 80% au lieu de 75, peut-être que ça ne vaut pas 30 000 et que ça vaut peut-être même zéro. Est-ce que je suis prêt à payer 10 000 euros pour avoir un système plus ergonomique, un système d'information plus ergonomique si je m'en sers qu'une fois par an? Peut-être, peut-être, mais peut-être pas non plus. Peut-être que je ne vais pas avoir besoin de ce système aussi souvent que nécessaire,
Et si ce système il vaut 80 000 euros, bah, franchement, mettre 10 000 euros de plus pour un système qui serait plus ergonomique, ça n'a peut-être aucun intérêt. Voilà. Est-ce que je suis prêt à payer 20 000 euros pour avoir une méthodologie qui me paraît plus claire dans une offre de prestation intellectuelle? Bon, on peut imaginer, si c'est vraiment très important, qu'effectivement, sur une prestation de 100 000 euros, vous puissiez avoir envie de mettre 20 000 euros de plus pour cette prestation. Donc voilà, ou peut-être 30 000, mais ça va dépendre de vous. Voilà, et donc à chaque fois qu'on se dit oui, je suis prêt à payer plus cher pour avoir mieux, la question juste après, c'est bien de conclure que il faut conclure aussi euh, que, ok, c'est bon, mais il faut aussi donner une limite. Et il faut la chiffrer, cette limite. Voilà, parce que c'est une valeur économique associée, et cette valeur à limite associée, elle est associée à une limite, et cette limite, elle peut être, et il faut accepter qu'elle le soit, totalement subjective et totalement contextualisée, c'est-à-dire dépendant de l'individu et dépendant du contexte dans lequel l'individu travaille. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose, d'ailleurs, la jurisprudence l'admet parfaitement, elle l'admet de manière indirecte, mais elle admet parfaitement que l'acheteur public est totalement libre de pondérer comme il le souhaite. En fait, en disant ça, elle admet que les valeurs limites de, 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 des critères techniques et des valeurs internes puissent être totalement subjectifs. Alors, là, il commence à être le temps de relire la liste qu'on a dans le Code de la commande publique, et notamment l'article 2152.7 et suivant. Qu'est-ce qu'il nous dit cet article? Alors, je ne vous l'ai pas mis en entier, je vous ai juste mis la longue litanie de tous les critères auxquels il pense. Alors, ils sont un petit peu en bazar. Hein. Pour un économiste, là, on a un petit peu du mal à s'y retrouver, mais on va faire un petit tri. Donc, on voit quand même qu'il y a beaucoup de choses. Donc, on peut pondérer le prix avec un ou plusieurs autres critères, prenant des aspects qualitatifs, environnementaux ou sociaux. Et puis, ils nous font une liste. Qualité, valeurs techniques, caractéristiques esthétiques, fonctionnelles, accessibilité, apprentissage, etc., etc. Dans le petit B, délai d'exécution, conditions de livraison, service après-vente. Et dans le petit C, qui me plaît beaucoup moins bien, mais il faut l'accepter, hein, maintenant c'est la règle, l'organisation, les qualifications du personnel assigné, ça on l'a déjà vu lors du module numéro 1, lorsque la qualité du personnel assigné peut avoir une influence significative sur le niveau d'exécution du marché. Hein, on parle bien de qualité du personnel assigné qui peut avoir une influence sur le niveau d'exécution du marché. Donc là, on parle essentiellement des prestations intellectuelles. Hein. C'est compliqué d'utiliser ce petit C pour, comme je vous l'avais déjà dit, hein, pour des opérations de prestations standards. Donc, sur le slide d'après, je vous ai fait un tri. Là, je vous ai tout remis, je vous ai remis l'intégralité des critères qui sont dans l'article, puis j'ai essayé de relier ces critères aux notions qu'on a déjà vues, soit aux notions de valeur interne. Est-ce que je suis prêt à payer plus cher pour avoir mieux parce que ça m'intéresse d'avoir mieux ou plus que ce que j'ai demandé à minimum. Et puis il y a en bas de tableau des notions qui sont plus proches des valeurs en coût de possession. Par exemple, les conditions de livraison, le service après-vente et l'assistance technique, la sécurité des appros, l'interopérabilité, tout ça sont plutôt, en général, des valeurs en coût de possession qu'on va prendre telles quelles. Voilà. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de me rendre compte, en fait, et c'est ça qui va me permettre d'introduire la troisième notion de valeur, qu'il y a quand même des choses qu'on n'a pas encore définies, hein, qui sont des choses comme l'accessibilité, l'apprentissage et la diversité. Bon. Bah, tout ça, ça porte un nom en économie, c'est ce qu'on appelle des externalités sociétales. Alors, elles ne nous apportent rien directement à nous, hein, on est bien d'accord. L'accessibilité, l'apprentissage, tout ça, c'est pas des notions qui sont directement très intéressantes pour nous. Elles sont pourtant citées, donc il y en a quand même un petit paquet. Hein. Pour moi, ok, je veux bien dépenser plus d'argent parce que le service que je suis en train d'acheter est plus performant en matière de protection de l'environnement, mais ça ne va pas m'apporter grand-chose directement à moi. Ok ? Ça, par contre, ça va apporter des choses
ça va apporter de la valeur indirectement à l'extérieur de mon acte d'achat, ça va apporter des choses à la planète. Alors souvent, dans mes formations en Master 2, je les appelle, ça va apporter des coûts pour la planète, hein, ça va réduire le coût pour la planète. Euh, Quand on est un peu plus économiste, on appelle ça des externalités, ou encore des valeurs externes, ou encore des externalités sociétales. On trouve un peu les trois termes, hein. Donc nous, on va les appeler tantôt l'un, tantôt l'autre, mais globalement, ça parle un petit peu toujours de la même chose. Alors c'est quoi ces externalités? Si on reprend une définition qu'on trouve dans Wikipédia, c'est les effets des agents économiques les uns sur les autres qui ne se traduisent pas par des transactions économiques. C'est ça une externalité. Et donc dans les externalités, on peut être positive ou négative. Voilà, donc une externalité positive, l'effet par exemple d'une politique d'achat qui valorise euh, le fait que le formateur, l'acheteur, pardon, prend en compte la protection de l'environnement. Donc ça, c'est une externalité positive. C'est bien un effet d'un agent économique, l'acheteur, sur le fournisseur. Et c'est pas une transaction économique directe, hein, puisque le bénéficiaire de cette opération, c'est la planète. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'on appelle une externalité sociétale. Alors, dans les marchés publics, il y a deux manières de, de prendre en compte ces externalités. Enfin, il y en a deux essentiellement. Les pondérer avec le prix ou les prendre en compte directement dans les CCTP. Bon, là, on va parler uniquement de la pondération avec les prix. Sinon, dans le reste de la vie, euh, économique en général, on parle, on, on, on essaye en fait de prendre en compte les externalités en, en les internalisant. Pourquoi? Parce que en fait, l'analyse économique, elle considère que ces externalités, elles sont là pour réparer les défaillances du marché. Si on était dans un monde idéal, j'explique cette phrase, si on était dans un monde idéal avec des marchés hyper propres et des gens vertueux, on n'aurait pas besoin d'imaginer que il faudrait valoriser d'une manière ou d'une autre le coût pour la planète. Tout le monde ferait l'effort de ne pas polluer, d'embaucher des gens éloignés de l'emploi, et si tout le monde jouait le jeu, il y aurait pas de souci. Or, il y a des défaillances sur le marché. Il y a des gens qui cherchent absolument le profit en toute chose, quitte à saccager la planète ou à ne pas prendre en compte les aspects sociaux et les aspects humains, on va dire, au sens large, hein, les droits humains. Ça, c'est clairement des défaillances de marché. Et donc, l'analyse économique classique va prendre en compte ces problématiques en les internalisant dans les transactions économiques. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, hein. On peut tout à fait imaginer créer des droits économiques, hein, comme le droit à polluer. C'est une façon d'internaliser l'externalité de la pollution, notamment du gaz carbonique, par exemple, avec les quotas d'émissions, c'est ce qu'on avait fait à Kyoto. On peut imaginer les taxes, hein, la fameuse taxe carbone, dont on a tant entendu parler ces dernières années, euh, qui sont des façons d'internaliser une défaillance de marché, hein, en essayant de donner une transaction économique, une valeur économique au carbone émis, ou ça c'est la partie négative, hein, avec une taxe, ou au contraire une partie positive, qui aurait été d'une subvention aux énergies propres pour internaliser le fait que les énergies propres ont besoin d'un petit peu plus de sous au départ pour se développer, et donc c'était une manière de les internaliser. Bon, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans les marchés publics, pour internaliser les externalités sociétales, on est amené surtout à les pondérer avec le prix, et ça c'est possible depuis bien longtemps, hein, puisque l'arrêt Concordia il date, je crois, dans les années, avant les années 2000, faudrait vérifier, mais de mémoire, où pour la première fois, la Cour de justice de la Communauté européenne à l'époque avait donné un feu vert pour qu'on intègre, effectivement, on internalise une externalité environnementale sur ce dossier. C'est un arrêt assez célèbre. Voilà. Et donc en pondérant une externalité avec le prix, d'une certaine manière, on lui donne une valeur. Alors, cette valeur-là, tout à l'heure on avait parlé de valeur calculée pour le coût de possession, de valeur limite et subjective pour la valeur interne. On va se rendre compte ici que la valeur des externalités, c'est un choix politique, c'est une valeur politique.
hein, et politique au grand sens du terme, on pourrait presque mettre un P majuscule. Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est une valeur politique. On va vous expliquer avec un exemple, ça sera plus simple. Et ça, c'est un exemple réel qui m'a été donné de vivre il n'y a pas si longtemps. Alors vous imaginez le maire d'une petite commune qui a déjà l'obligation de fournir un repas bio par semaine aux élèves de ses cantines des écoles primaires et maternelles. Donc il a un budget de 700 000 euros pour 4 repas par semaine, dont un bio. Et puis il a une pression électorale de la part de ses électeurs qui lui disent bah écoutez, monsieur le maire, ça serait le repas bio un jour par semaine, c'est super, ça serait bien pour la santé de nos enfants qu'il y en ait un deuxième. Bien, bien, bien. Donc le maire, il entend les électeurs, il a envie d'être élu, il a envie de leur faire plaisir, et donc il pourrait dire oui. Mais le maire, il a aussi un petit problème, c'est qu'il a besoin de sous pour faire ça, et que la dotation globale de fonctionnement est en diminution, et qu'il a une contrainte budgétaire, et que s'il a besoin, malheureusement, s'il faut qu'il mette un deuxième repas bio, ça va lui coûter des sous, il n'a pas beaucoup, il ne veut pas augmenter les impôts, il a aussi envie de se faire réélire sur les problématiques des impôts. Et donc, pris entre les deux feux, bah, il va venir voir son acheteur public et il va lui dire, voilà, bah, j'estime moi que je suis prêt à payer un deuxième repas bio, à condition que ça ne me coûte pas plus de 15 000 euros de plus. Pour ça, c'est un raisonnement qu'on fait tous, hein, de dire, bon, je suis prêt à faire ça, à condition que ça ne me coûte pas plus de temps en plus. Hein. Y compris d'ailleurs quand on achète, nous, nos fringues dans des magasins éthiques, ou quand ils viennent de pays à coûts sociaux acceptables, enfin à conditions sociales acceptables, on se dit, bah oui, mais moi je veux bien, mais il ne faut pas qu'il y ait un trop gros écart. Parce que s'il y a un trop gros écart, je ne vais pas pouvoir le financer. Hein. Moi je veux bien acheter du café éthique et bio et équitable, à condition qu'il ne soit pas 6 fois plus cher. Voilà, donc on a tous cette limite, et c'est juste logique. Alors après, il y a ceux qui ont plus les moyens et plus l'envie, ben, qui vont se fixer des limites plus hautes, puis ceux que je peux aussi parfaitement comprendre, qui ont un peu moins les moyens, et puis qui vont faire ce qu'ils pourront, et puis qui vont parfois ne pas du tout fixer de limites. Donc cette valeur politique, elle existe aussi bien chez monsieur et madame tout le monde que chez les pouvoirs adjudicateurs. C'est exactement la même logique. Donc en gros, l'idée c'est de se dire, bah, si j'ai un budget de 15 000 euros pour le deuxième repas bio, en gros si si le deuxième repas bio est moins cher de moins de 15 000 euros, à ce moment-là, je la sélectionnerai parce que c'est la limite que je me fixe dans ma tête pour accepter l'offre qui aurait 2 repas bio. Voilà. C'est un exemple, hein, mais on pourrait imaginer la même chose avec des personnes éloignées de l'emploi, une atteinte à l'environnement, la biodiversité, le bien-être animal. Inventez-moi tout ce que vous voulez en matière d'externalité. Ça marche de la même manière. Et donc, aujourd'hui, il y a une notion économique aux externalités. Voilà, c'est bien ce qu'on vient de faire. On vient de donner une valeur économique de 15 000 euros à l'externalité bio. Donc c'est bien un choix, et c'est bien un choix politique. Et la limite, elle est aussi politique. Et politique au bon sens du terme. Donc à ce stade, on peut résumer. Donc on a vu qu'on avait 3 valeurs, 3 notions de valeur très différentes. Je les ai remises dans l'ordre un peu inverse de celle qu'on avait vue, mais c'est pas grave. La notion de valeur interne, hein, je suis prêt à avoir mieux de manière subjective, je suis prêt à payer plus pour avoir mieux de manière subjective et contextualisée. Donc là, c'est effectivement comme ça que ça marche, hein, c'est choix et limites subjectifs. La valeur en coût de possession, qui là est très calculée, là on est très objectif. Hein. Bah, je suis prêt à payer plus cher pour une machine à laver et qui consomme moins. Et puis je suis même, en théorie, en notion économique, je suis même presque prêt à payer l'écart la valeur du prix de l'écart de consommation. Voilà. C'est pas illogique d'imaginer que je puisse aller jusque-là. Bon, si c'est moins, c'est mieux, mais au pire, il y aurait égalité entre les deux offres si l'offre la mieux disante, en termes de consommation électrique, par exemple, entre les machines, avait un écart qui correspondait à l'écart de consommation que je vais avoir sur sa durée de vie. Donc ça, c'est les valeurs en coût de possession, c'est très objectif. Et puis les externalités, qu'on vient de voir à l'instant,
qui peuvent être sociales, environnementales, sociétales au sens large du terme, et qui eux qui sont des choix très politiques, hein. Par exemple, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de valeur sur le bien-être animal. Aujourd'hui, chez les pouvoirs publics, ça commence tout juste, hein. Pourtant, il y a des activistes sur le bien-être animal qui mettent très très fort la pression pour que les valeurs, les externalités augmentent, hein. Euh, mais pour l'instant, ça n'a pas encore complètement pris, ça viendra sûrement un jour, pour que, effectivement, on accepte de payer un peu plus cher sur cette externalité environnementale-là, enfin bien-être animal, alors qu'il y a pour le coup des externalités sur le social, sur les personnes éloignées de l'emploi, ou des externalités sur l'environnement, sur la pollution et sur les conséquences sur l'environnement de nos achats, qui elles sont parfaitement et communément admises, et qui font maintenant aujourd'hui l'objet de critères de choix parfaitement documentés par les pouvoirs adjudicateurs. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle des choix politiques, et les limites associées sont également très politiques. Elles dépendent de l'intensité de l'effort que le pouvoir adjudicateur a envie de faire sur la valeur de l'externalité en question. Alors maintenant, la bonne question, c'est quand j'ai des valeurs un petit peu de tous les genres, parce que rien n'empêche que j'ai des valeurs internes, des valeurs externes et des valeurs en coût de possession sur le même dossier, bah, comment je fais pour les pondérer? Eh bien, ça va être extrêmement simple. Je vais les additionner, et je vais les additionner au prix objectif issu du sourcing. Donc je vais additionner les limites subjectives correspondant aux valeurs internes, les limites objectives et calculées que j'ai précalculées sur les coûts de possession en matière d'écart, hein, c'est surtout les limites objectives, c'est surtout les écarts associés sur les coûts de possession, et puis les limites politiques que j'ai identifiées sur les externalités sociétales. Voilà. Et j'ai même le droit de faire des approximations à ce stade, hein. On n'est pas à des... Là, quand il s'agit de donner des ordres de grandeur, ça va bien, hein. C'est pas la peine de se battre sur des pouillèmes de pourcents. On est à 5% près, c'est bon. Voilà. Donc, pas de conséquences, hein, ni juridiques ni économiques, à faire des approximations, à donner des ordres de grandeur. Ce qui est important, c'est de ne pas se tromper dans les ordres de grandeur. Voilà. Hein. Et encore une fois, la limite aux 5% les plus proches, c'est quelque chose de tout à fait acceptable à ce stade. Ça sera plus vrai dans la notation, mais à ce stade, on n'est pas à 5% près. Donc on va regarder ce que ça peut donner sur un dossier. Donc dans l'exemple que je vous donne, je parle d'achat de fournitures de crayons, de gomme et de stylos. Voilà. Alors je sais que j'en ai pour 640 000 euros par an, ça c'est globalement ce que je dépense chaque année depuis des années. Et puis voilà, j'ai trois types de valeurs différentes. Alors premièrement, une valeur interne sur la qualité et sur les effets de représentation que je peux avoir. La représentation, c'est l'image de marque que je donne à ceux qui utilisent des stylos en achetant des stylos haut de gamme. Bon, bah voilà, je fixe une limite de 40 000 euros sur cette première limite. 40 000 ou 30 000. À la rigueur, c'est pas très grave, hein, je vais fixer une limite, une première limite. Par contre, là, en matière de coûts calculés, je sais que si j'achète des stylos qui sont solides et qui tiennent bien dans le temps, je vais dépenser beaucoup moins, hein. Et j'estime, moi, en coût calculé, que je suis susceptible d'économiser 70 000 euros par an en achetant des stylos et des gommes qui sont, euh, qui sont de bonne qualité et avec une bonne durabilité, hein, qui ne vont pas cesser de fonctionner au bout de 5 minutes, qui ne vont pas se pourrir ou sécher ou ne pas avoir suffisamment de capacité, etc. Donc là, j'estime à 70 000 euros l'écart en qualité. Voilà. Donc ça, c'est du coût calculé, c'est du coût de possession. De ce côté-là, il n'y a pas trop de soucis. Et puis, comme je suis un pouvoir adjudicateur responsable, et que j'ai envie de le montrer, je suis prêt à mettre un petit peu d'argent, 3 petits billets de 10 000, hein, sur le fait d'éventuellement avoir du matériel recyclé, et recyclable, et produit en France, et par des ateliers protégés. Voilà. Si vous arrivez à me faire tout ça, bah, je suis prêt à mettre 30 000 euros sur le sujet. Par contre, j'ai pas envie de mettre tout ça dans les critères de conformité, hein. Je veux vraiment pouvoir avoir le choix entre des offres pas chères et juste bien comme il faut,
et puis mettre un petit peu le prix, j'ai envie d'avoir le choix. Voilà. Donc j'en fais des critères d'attribution et je n'en fais pas des critères de conformité. Je me crée mon petit tableau. Prix 640, qualité perçue 40 000, hein, c'est fixé 40 000. Durabilité 70 000, sociétal 30 000, total 790 000. Bon, ça me fait, voilà, j'ai bien additionné une qualité interne, une valeur en coût de possession, et puis une externalité. Bon, bah, si je regarde un peu quelle est la part de tout cela sur le total de 790 000, on se rend compte que le prix va peser à peu près 82%, hein, on arrondit. La qualité, les 40 000 vont peser 5, la durabilité va peser 9%, et le sociétal 4%. Ça fait bien un total de 100%. Hein. On va vérifier, oui, 91 plus 9, ça fait bien 100, et donc tout est bon, on est bien à un total de 100%. Donc on se rend compte hein, que globalement, les trois critères, là, ils pèsent quand même un peu moins lourd que le prix dans mes critères de choix. Bon, je ne vais pas rester avec ces chiffres-là, je vais les arrondir. Je vais les arrondir, hein, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas à 5% près, donc je vais les arrondir aux 5% les plus proches, pour que ça soit lisible dans le règlement de consultation. Je vais passer de 82 à 80, le 5 il va rester à 5, et puis, vous voyez, la durabilité va passer de 9 à 10, et le sociétal il va passer de 4 à 5. Alors il faut faire attention, parce que faire passer le sociétal de 4 à 5, c'est comme si je le faisais passer de 30 000 à 40 000. Mais je vais garder quand même que j'ai 30 000 dans ma tête, hein, quelque part. Idem pour la durabilité. Hein, passer de 9 à 10, ça va sûrement augmenter un petit peu, ça augmenterait d'une certaine manière sa valeur. Peut-être à 78 000 ou 80 000. Bon, on reste avec 70 000 hein, quand même. C'est pas parce que j'arrondis que ma valeur de durabilité maximum, mon écart de durabilité maximum doit dépasser 70 000. Hein. Donc ça, on va le corriger avec le système de notation qui sera juste derrière. Voilà. Et donc là, bonne nouvelle, je viens de découvrir le système de pondération. Pour moi, ça y est, j'ai trouvé ma pondération. Donc on est bien loin des 60-40. Hein. On est vraiment dans un 85-10-5 là. Voilà. Et il n'y a aucune raison que la pondération soit différente dans le règlement de consultation finale de 85-10-5, puisque les valeurs que vous donnez sur les différents items représentent 85, 10 et 5%. Donc il n'y a aucune raison de faire une pondération différente. Ça serait une hérésie économique hein, que de faire un 60-40 et de se poser la question de savoir ce qu'on met dans les 40. Voilà. De décider que c'est 60-40 et de se dire, oui, d'accord, maintenant j'ai 60-40, donc 40 de critères techniques, comment je les répartis? Ben non, ça ne marche pas comme ça. C'est 85, 10, 5 là, parce que ça dépend complètement des valeurs internes, des valeurs en coût de possession et des valeurs externes que j'ai par rapport à une idée du prix que je pouvais avoir jusque-là. Alors on va regarder quand même, et là on va revenir sur le système de notation, on va regarder un peu ce que ça donne là, sur ce fameux écart de prix. Donc là il faut s'accrocher un petit peu. En vert c'est les données que j'ai saisies. Donc 80 et 10 hein, sur la colonne de gauche. 80 et 10 sur la colonne de gauche, 80 c'est le prix, 10 c'est le critère que je suis en train d'étudier. Et le but c'est de vérifier que mes 70 000 euros, ça c'est tout au bout à droite, mes 70 000 euros rentrent dans la plage. Et ben, on me rend compte que en ayant sur le critère de 10 points là, ou sur 20, si j'étais sur une note sur 20, de 4,22 à 20, donc en utilisant pratiquement 15,88 points sur 20 de l'ensemble du scope des notes techniques, je peux bien noter, mettre un écart de valeur de 70 000 euros. Alors pourquoi ça ne va pas de 0 à 20 tout simplement parce que j'ai arrondi de 9 à 10 tout à l'heure. Hein, de 9 points, de 9% à 10%. Donc ça n'utilisera pas l'intégralité de la plage telle que on l'a définie, telle qu'on l'a limitée à 70 000 euros, pardon. Donc on est entre 640 et 710, donc on a bien 70 000 euros d'écart pour une note qui va aller de 4,22 à 20. Voilà. Donc ça va, tout va bien. Moi, à
partir du moment où je fixe ma limite à 70 000 euros sur la durabilité, bon, je n'utiliserai pas l'intégralité de l'échelle de notation pour ce critère-là, mais ça pose de problème à personne, hein. Voilà. Donc ça, il faut absolument que ça soit compris pour qu'on aille un peu plus loin. Donc n'hésitez pas à le faire plusieurs fois, hein, cet exemple-là, hein, en essayant de comprendre un peu ce qui s'est passé. Alors, il y a une autre façon de le faire, c'est de regarder l'autre tableau. Alors ce tableau-là, même chose, hein, la formule de calcul elle sera vue la fois prochaine. Le critère à 10% là, donc la durabilité, toujours la même règle, hein, je saisis ce qui est en vert, tout ce qui est en blanc et en rouge se calcule. Donc 80% pour le prix, 10% pour le critère de durabilité, c'est ce qu'on a vu jusque-là, et puis une estimation de prix à 640 000 euros. Et ben on voit quoi? On voit que un point d'écart, ça représentera 4 000 euros d'écart de valeur en durabilité. Un point d'écart sur 20. Et ça correspond à 0,5 sur 10. On voit, entre les deux lignes noires un peu plus foncées, que 4 points d'écart sur 20, ça représente 16 000 euros d'écart en durabilité. Et ça représente 2 points d'écart sur 10, puisqu'on l'a pondéré à 10 points sur le critère. Et puis, on se rend compte que, toujours sur les deux lignes les plus foncées sur le tableau de droite, hein, que environ 15 points d'écart, un petit peu plus de 15, hein, vont représenter 66 000 euros. Donc on est bien à 15,80. Hein, si on regarde entre 15 et 16, ça va faire les fameux 70 000 euros. Ben, c'est les 15,80 qu'on trouvait dans le tableau précédent. Donc si j'ai 70 000 euros d'écart de durabilité, ben, je trouverai 15,80 points d'écart sur 20, ou 7 et des brouettes, hein, 7,75 sur 10. C'est exactement ce que je trouvais tout à l'heure sur le tableau de la page précédente. Vous pouvez y revenir si vous le souhaitez, pour vérifier la cohérence. Donc là, on est bien, clairement, bon sur ce critère, puisque si jamais je suis capable de déterminer qu'il y a un écart de durabilité avec une certaine valeur calculée, j'aurai instantanément la valeur du nombre de points d'écart qu'il doit y avoir entre les deux offres. Voilà. Donc, comme je mesure l'offre économiquement la plus avantageuse, ben, j'aurai celle qui a le plus de points à la fin, c'est celle qui, globalement, aura l'écart de valeur correspondant à l'écart de points. Voilà, ce petit tableau, on va le décortiquer beaucoup lors du module prochain. Et donc, si je veux être précis, par exemple, alors là, je vous ai mis la formule de calcul, hein, mais globalement, on va le revoir un peu plus tard. Mais si je veux être extrêmement précis, et que si jamais, par exemple, je trouvais un écart de durabilité de 20 000 euros, voilà. Donc je ressaisis 80% pour le prix, 90% pour les critères de durabilité que je suis en train d'étudier, c'est 3. Toujours ces 5, 640 000, c'est l'estimation du marché. Et là, je saisis les 20 000 euros que je trouve entre l'offre la plus durable et l'offre la moins durable. Je trouve 20 000 euros d'écart. Voilà, c'est la valeur que je me suis donnée en étudiant les mémoires techniques, enfin en étudiant les offres des candidats. Eh bien, ces 20 000 euros, ils représentent 2,42 sur 10. C'est-à-dire que l'offre la plus durable, par rapport aux deux, elle aura 2,42 points de plus que l'offre la moins durable. Et ben voilà, dès lors que je suis capable de déterminer un écart de valeur en euros, je serai capable de déterminer un écart de points sur 10. Et je vous ai mis la petite formule de calcul, hein, mais bon, je ne vous demande pas forcément de la décortiquer et de la comprendre, hein, mais c'est juste des règles de 3. Hein. Et cette formule de calcul, elle me donne l'écart de points sur 10. Ouais, c'est 2. Elle me donne l'écart de points sur 10 qui me donne en fonction de l'écart de valeur, c'est 7, que j'ai pu être amené à calculer. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on verra beaucoup dans tous les sens lors du module à venir, hein, sur la notation. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'en ayant pondéré correctement, ben, maintenant, le système de notation, il va tenir la route. Par contre, il est toujours basé, le système de notation, hein, et ça c'est ce qu'on verra beaucoup, sur le fait que je suis prêt à payer plus cher pour que ce critère-là ait une meilleure note, et je suis à peu près capable,
à peu près capable, je ne suis pas obligé de le faire, mais à peu près capable de donner une valeur financière entre deux offres, un écart de valeur, un écart financier de valeur. Voilà. Alors sur le coût de possession, ça pose pas de problème, c'est calculé. Sur le coût politique, pas de problème, c'est une décision politique. Entre une offre qui fait ça et une offre qui fait ça, politiquement, je suis OK pour mettre tant d'écart, donc ça, pas de problème non plus. Là où c'est un petit peu plus compliqué, c'est sur la valeur interne. Donc on verra comment on fera lors du module prochain. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir en arrière sur ce module, à réécouter, recalculer, noter, parce que c'est un module extrêmement important, ce module numéro 4. Il sera basé aussi sur le module numéro 5 aura aussi son importance, mais on a un peu les bases là, puisque on a les bases sur les notions de valeur. Qu'est-ce que c'est que les trois notions de valeur? La valeur en coût de possession calculée, la valeur en coût, la valeur interne en subjective et contextualisée, j'explique pourquoi, et la valeur des externalités sociétales, qui est un choix politique. Voilà, et donc chacune de ces valeurs a sa propre limite, sa propre mécanisme de limite, je dirais même, et sa propre limite économique. Si on a les trois valeurs, on peut avoir trois limites totalement différentes. Et donc la meilleure pondération, c'est celle qui me permet de pondérer le prix par rapport à chacune de ces limites et par rapport au total de chacune d'entre elles par rapport au prix. Voilà. Et l'idée, c'est que cette répartition des valeurs par rapport au total des enjeux corresponde à l'écart de la pondération pour que ça marche. Voilà. Et donc, on est effectivement assez loin du fameux, ça sera 40-60 ou 60-40. Et puis maintenant, débrouille-toi pour me trouver 60% de critères, pour me répartir les 60% sur des critères à ta guise. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On refait doucement. Tu me dis d'abord ce sur quoi tu es prêt à payer plus cher pour avoir mieux. Est-ce que c'est des réductions de reste à charge, du coût de possession? Ok, combien tu es prêt à mettre? C'est des cas en coût de possession. Est-ce que tu es prêt à mettre plus cher en valeur interne? Ok, très bien, je te fais confiance. Valeur subjective, tu seras incapable d'expliquer un peu pourquoi tu mettrais plus pour ce type de critères que sur entre deux offres. Tant que tu es capable de le faire, je respecte. C'est de la valeur interne. Ou un choix politique. Politiquement, tu as envie, toi, prescripteur ou pouvoir adjudicateur, de mettre de l'argent sur une externalité sociétale parce que tu as envie d'être un acheteur vertueux. Ok, combien? Quel est le maximum que tu te mets dans ta tête pour être un acheteur vertueux? Voilà, et en additionnant les trois, on finit par trouver la pondération. Voilà, j'ai conscience que ça a été 53 minutes intenses. Donc prochaine session, le module numéro 5, le mécanisme de notation. Alors on verra de la valeur à la note, ce qui paraît assez logique. Je détermine un écart de valeur et donc ça me donne un écart de note. On vient déjà de le faire un petit peu, mais on le fera de manière un peu plus systémique. Et puis aussi, éventuellement, quand on a construit des barèmes qui ne sont pas très économiques, quand même qu'on vérifie que ça ne donne pas n'importe quoi en matière d'écart de valeur. Parce que je vous montrerai quelques exemples dans le module 5 où on peut faire rigoureusement n'importe quoi, sans s'en rendre compte. Donc voilà. C'est un petit peu ce qui nous a rendu célèbres sur la jurisprudence, de montrer que des pouvoirs adjudicateurs faisaient n'importe quoi. Donc voilà, donc, je vous expliquerai tout ça. Rendez-vous en ligne dès que ce module numéro 5 sera publié. Et puis d'ici là, je vous souhaite une bonne journée.